Culture Soccer. Bonjour, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à cet épisode de Culture Soccer, où est-ce qu'aujourd'hui, on va faire un récapitulatif de la finale de la Ligue des champions CONCACAF, une finale enlevante où est-ce qu'on a vu le club mexicain des Tigres l'emporter face à un LAFC qui va pouvoir s'en vouloir, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Et pour en parler, pour les demi-finales, on avait les community managers du compte Liga MX FR, Axel Bernet et Clément. Ça va bien, les gars? Ça va et toi? Ça va super et toi? Ça va très bien, malgré la défaite du LAFC. Moi, ça va. Je pense qu'on n'a pas dérougi. On a déjà eu des finales beaucoup moins serrées que ça, là. C'était un très bon match, donc ça va. C'est ça, les gars. Pour vous, ça doit être quand même un beau moment, surtout pour Clément. On le sait un peu, tu es supporter des Tigres. Donc, j'aimerais ça commencer avec toi aujourd'hui, là. Euh, Finalement champion nord-américain, les Tigres. Tout d'abord, c'est quoi ton ressenti après cette victoire-là qui est une première? Franchement, c'est une joie énorme, presque on pourrait dire un soulagement parce que voilà, on le sait, les Tigres, c'est quand même une des meilleures équipes mexicaines. On l'a vu sur ces dernières années, ils ont remporté plusieurs fois le championnat, mais il manquait vraiment ce titre en Conca Champions pour prendre une dimension supérieure. Ils avaient perdu trois finales, c'était vraiment compliqué. Il y avait une sorte de malédiction. Et puis là, hier, malgré un match pas une performance incroyable, mais voilà, ils ont réussi à gagner et vraiment, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir et voilà, c'est enfin un réel accomplissement. Oui, exactement. Et pour toi, Axel, Clément vient de parler de soulagement. Je l'avais noté dans une note également. On sentait vraiment à la fin du match une délivrance pour les joueurs du Tigres. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu pourquoi les joueurs agissaient comme ça? Non, oui, c'est ça, parce qu'en fait, les Tigres au Mexique, elle est déjà surnommée l'équipe de la décennie, parce que entre donc 2010 et 2020, ils ont vraiment écrasé le. Ils n'ont pas écrasé, mais ils ont dominé le championnat vraiment avec toute cette équipe, avec les Gignac, les Pizarro, les Hugo Ayala, qui s'est encore montré décisif hier. Et donc, en fait, c'est toute cette génération qui a connu le succès en championnat en Liga MX, mais à qui manquait vraiment ce titre international en fait, pour prendre une dimension supérieure. Avant ça, il y avait eu 4 échecs en finale. Il y avait eu en 2015, pour les débuts de Gignac, la défaite en finale de Copa Libertadores contre River Plate. Ensuite, il y a eu 3 défaites presque consécutives en finale de la Ligue des champions CONCACAF, donc en 2016, 2017 et 2019. Et donc, c'est pour ça que voilà, hier soir, on a vu des scènes de liesse, le gardien Nahuel Guzman qui était en pleurs, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose d'énorme pour eux, ça représente beaucoup, et ça représente vraiment, comme l'a dit Clément, un accomplissement pour toute cette génération menée par El Tuca Ferretti, qui est en place depuis de nombreuses années déjà. Et donc voilà, c'était vraiment ce titre qui faisait tâche, qui était vraiment une ombre au tableau en fait de ne pas avoir remporté de titre international. Donc c'est fait et on les retrouvera du coup en février prochain à la Coupe du Monde des clubs. Exactement. C'est très mérité pour eux après toutes ces belles années. Et si on revient au match un peu, avant la rencontre, André-Pierre Gignac et Aquinho semblaient incertains. Certains médias disaient que peut-être qu'il n'allait pas jouer. Nous, de notre côté, aux États-Unis ou au Canada, plusieurs disaient que c'était peut-être un bluff et tout. Vous, quand vous aviez vu la nouvelle, commençons par toi, Clément, est-ce que tu as commencé à stresser un peu quand tu as vu Gignac et Aquinho peut-être incertains pour le match? Franchement, oui, forcément, quand on voit l'information, forcément, ouais, voilà, il y a une petite inquiétude, mais ouais, comme tu l'as dit, je pense que c'était surtout un coup de bluff et ça le fait souvent pour Gignac, il est souvent incertain
pour les finales et au final, du coup, il joue. On l'avait vu en Conca Champions contre Monterrey en 2019. Il avait joué qu'en seconde mi-temps. Mais là, oui, c'était un coup de bluff. Et au final, il avait pas grand-chose. Et voilà, je pense que c'était plutôt pour semer le trouble, on va dire, du côté du LAFC. Mais au final, on l'a vu hier, il a joué et il a encore fait la différence. Ouais, exactement. Et vraiment, au final juste avant la rencontre, quand on a découvert les 11 partants pour cette rencontre, on a vu que des deux côtés, c'était c'était pas mal le meilleur alignement qui pouvait aligner. Du côté des Tigres, c'était le même que face à Olympia. Du côté du LAFC, c'était le même que face au club américain, seulement Atuesta qui avait été remplacé pour un carton rouge. C'est Latif Blessing qui a pris sa place. Et il y a eu une première mi-temps là, assez relax. J'ai rien noté d'événements à part un penalty que le LAFC aurait pu avoir. Mais pour toi, Axel, cette première mi-temps était vraiment plus. Est-ce que pour toi, c'était vraiment plus pour que les deux équipes se découvrent? Oui, je pense effectivement que, comme c'est souvent le cas lors des finales et encore plus lors des finales internationales où on a deux équipes qui se connaissent pas du tout, en général, on a l'habitude que les premières minutes, le premier quart d'heure ou la première demi-heure soit vraiment un round d'observation entre les deux. Et là, en fait, ce round d'observation, il a duré toute la première mi-temps. Mm. Au début de match, on a senti une volonté de la part des Tigres de vraiment prendre le jeu à leur compte, de mettre le pied sur le ballon. Et ils ont commencé un peu à développer du jeu, mais le LAFC a su les contrer en étant vraiment très présent dans les duels, avec aussi beaucoup de fautes, mais ça fait partie du jeu lors d'une finale. Il y a eu 26 fautes rien qu'en première mi-temps, 13 de chaque côté. Donc après, on peut pas blâmer que le LAFC, c'était vraiment des deux côtés. Donc voilà, après l'entame de match, sur la fin de deuxième mi-temps, ça s'est vraiment, vraiment équilibré. Il y a eu, comme tu l'as dit, cette action un peu litigieuse où Chaka Rodriguez revient sur l'attaquant en l'accrochant un peu. Pour moi, on aurait pu siffler penalty personnellement, mais après, voilà, l'arbitre n'a préféré pas siffler. Il n'y a pas eu de carton non plus durant toute la première mi-temps, malgré le nombre de fautes. Donc peut-être que sur ce coup-là, l'arbitrage n'est pas exempt de tout reproche. Mais voilà, comme tu l'as dit, c'est quand même une première mi-temps qui était très fermée, quasiment aucune occasion. Je crois qu'il n'y a pas eu un seul tir cadré. Mais voilà, donc beaucoup de fautes. Jesus Dueñas également qui aurait pu prendre un rouge côté Tigres. Donc voilà, je pense que la première mi-temps a été surtout marquée par l'impact physique, par les duels et pas beaucoup par le jeu, mais heureusement, ça a plutôt bien évolué en deuxième mi-temps. Oui, exactement. Ça a très bien évolué. Lorsque le match a recommencé en deuxième mi-temps, les AFC ont semblé vraiment en confiance. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus comme ça, même en MLS. C'était pas la meilleure saison de leur vie et vraiment, ils ont, selon moi, fait un des plus beaux soccer qu'une équipe MLS avait pas fait en finale de CONCACAF Champions League. Euh, ça a également été une des premières fois du tournoi que les Tigres ont souffert. On a senti vraiment les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps très difficiles pour les Tigres. Clément, est-ce que tu étais surpris de voir ton équipe comme ça? Franchement, ouais, c'était vraiment surprenant. On les reconnaissait plus. Ils étaient vraiment dominés par cette équipe de Los Angeles. On voyait non seulement dans le jeu, mais même dans les duels. Ils perdaient beaucoup de duels. Ils étaient beaucoup moins agressifs. Et puis voilà, Los Angeles a eu plusieurs occasions et ça s'est traduit donc par le but de Diego Rossi. Mais ils auraient pu, juste avant, il y avait eu aussi une occasion pour Carlos Vela, mais ils auraient pu aussi marquer un second but. Mais la défense des Tigres a bien résisté et ils ont réussi entre guillemets à limiter la casse et ils ont pu se relancer derrière. Oui, exactement. Donc, tu l'as dit, autour de la 60e minute, les Tigres craquent. Après une très belle passe de Marc-Anthony Kaye, c'est le meilleur buteur MLS de 2020, Diego Rossi, qui a inscrit le but pour les siens. Ça donnait alors 1-0 LAFC.
Toi, Axel, quand tu vois le LAFC inscrire le premier but de la rencontre, est-ce que tu commences à douter ou tu as cru jusqu'au bout pour les Tigresses? Non, très clairement, quand j'ai vu ce but, en fait, ça remonte déjà au début de la deuxième mi-temps, quand le LAFC a commencé à mieux jouer, s'est montré vraiment, vraiment dangereux, et on voyait que les Tigresses ne savaient plus trop quoi faire, ils étaient un peu dépassés. Et moi, je pensais que les Tigresses, quand même, avaient une défense assez solide pour résister à ces assauts. Et je pensais qu'ils gagneraient, que s'ils devaient gagner, ils gagneraient sans prendre de but. Parce que je les voyais pas, en fait, retourner forcément la situation. Je les voyais plus subir, oui, mais je les voyais contenir, en fait, toutes les actions pour ensuite marquer à la fin. Et finalement, ils encaissent quand même ce but. Donc moi, quand ils encaissent ce but, en fait, je pensais que le plus dur avait été fait pour le LAFC. Surtout qu'il faut pas l'oublier, mais 5 minutes plus tard, Carlos Vela a une énorme occasion. Il a le ballon quasiment au point de penalty. Finalement, sa frappe, elle est contrée. Mais on n'est vraiment pas passé loin du 2-0. Et c'est dommage pour le LAFC de ne pas avoir su concrétiser ce temps fort par un deuxième but. Donc il y a eu le premier but, c'était déjà bien, mais voilà, je pense qu'avec ce deuxième but, ils auraient vraiment enfoncé les Tigresses. Et en fait, en ne menant seulement 1-0, ça a permis de laisser les Tigresses en vie. Et on le sait, c'est une équipe qui a énormément d'expérience, avec beaucoup de finales, perdues certes, mais ça amène quand même beaucoup d'expérience. Également beaucoup de finales en Liga MX où ils ont su gagner sans être toujours très très bon dans le jeu. Et quand on n'est pas bon dans le jeu, la solution peut venir des coups de pied arrêtés. C'est ce qui s'est passé avec l'entrée d'El Diente Lopez qui a déposé ce ballon pour Hugo Ayala, qui est aussi, comme je l'ai dit précédemment, un historique de cette équipe. Et ensuite, je pense que quand il y a eu l'égalisation, ça a fait un peu un basculement mentalement. Et après, les Tigresses ont su gérer vraiment à l'expérience, encore une fois, avec l'inévitable André-Pierre Gignac pour ensuite donner la victoire. Mais oui, pour moi, le but du 1-0 aurait dû suffire normalement à s'imposer. Oui, exactement. Donc, tu l'as dit autour de la 70e minute, donc une dizaine de minutes après le premier but, sur corner, qui a été un peu une des faiblesses du LAFC cette année. C'est l'homme de la maison, c'est Hugo Ayala, qui a inscrit un but de la tête. Marc-Anthony Kaye passe proche d'intercepter le ballon, mais malheureusement, c'était raté. Et oui, c'est ça, c'est Ayala qui a inscrit le but égalisateur. Euh, Clément, c'est quand même une belle histoire de voir Ayala, défenseur central depuis 10 ans au Tigres, qui inscrit le but égalisateur. T'as dû vivre de beaux moments. Ah oui, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir pour lui parce que ça fait, voilà, comme tu l'as dit, ça fait très longtemps qu'il est au club, depuis 2010. Donc il a vraiment, c'est vraiment lui qui représente, donc on surnomme les Tigres le club de la décennie. Donc Hugo Ayala peut vraiment en être le symbole. Voilà, durant cette décennie, il a quand même marqué le club. Il a remporté tous ses trophées. Il a participé à des compétitions internationales, à la Coupe du Monde 2018 notamment. Et voilà, le voir marquer hier, ça m'a fait plaisir et ça a fait beaucoup plaisir aux supporters des Tigres. Même si voilà, ces derniers temps, voilà, il vieillit, donc ses performances peuvent être un peu moins bonnes. Mais en tout cas, oui, voilà, ça a vraiment fait plaisir pour lui. Et il s'est montré décisif encore une fois. Et c'est tant mieux pour les Tigres. Exactement. Il a été décisif et à la 84e, ce qui devait arriver arriva. André-Pierre Gignac qui a inscrit le but de la victoire, le but du 2-1, avec un tir à terre en finesse, un très beau tir d'ailleurs. Mais c'est surtout la défense du LAFC qui était pitoyable sur l'action. Mais on s'entend. Après le but de Gignac, Clément, il n'y avait plus ben d'espoir pour le LAFC. Là. Les Tigres semblaient en contrôle. Oui, l'égalisation des Tigres vraiment a fait un basculement mental. Et les Tigres, en fait, ont vraiment pris le contrôle de ce match. Ça s'est vu dans les duels. Voilà, ils remportaient plus de duels. Ils avaient plus d'opportunités, plus d'espace. Et ça s'est traduit sur le second but avec la percée de Chaca Rodriguez qui a réalisé un très bon match et même un très bon tournoi. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe des Tigres.
Et voilà, on l'a vu qu'il a percé la défense fébrile du LAFC pour servir Gignac. Mais oui, comme tu l'as dit, c'est vrai que la défense du LAFC a posé problème, est un problème pour cette équipe. Et voilà, dans un match comme ça, avec un tel enjeu, la moindre erreur et la moindre faiblesse coûte cher. Et ça s'est traduit par ce second but de Gignac. Oui, exactement. Et, non, c'était toute qu'une faiblesse de l'AFC sur l'action. On les connaît, cette équipe chez Culture Soccer, et c'est pas la première fois qu'on a eu ça cette saison. Mais moi, j'avais une question pour toi, Axel. Euh, Au Tigres, il y a des joueurs qui sont là depuis très longtemps, qui sont vieillissants. Est-ce que tu penses que d'avoir remporté cette CONCACAF Champions League, finalement, est-ce que tu penses que ça va peut-être précipiter leur départ ou leur départ à la retraite? Ben écoute, c'est possible. Après, voilà, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment toute une génération qui est incarnée par plusieurs joueurs. Donc on a par exemple le gardien Nahuel Guzman, on a Hugo Ayala, on a également Jorge Torres Nilo qui est toujours présent même s'il joue beaucoup moins. On a Javier Aquino, on a Jesus Dueñas, on a le capitaine qui est Guido Pizarro qui est parti à Séville puis qui est revenu. On a André-Pierre Gignac. Donc voilà, c'est tous ces joueurs plus le coach Ricardo Ferretti qui ont porté les Tigres durant toute cette décennie jusqu'à ce magnifique titre de cette nuit. Et peut-être que, comme tu l'as dit, ça pourrait les inciter à organiser un petit changement de génération, car il y a quand même certaines limites. Même si ce titre est très important, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des aspects chez les Tigres qui sont un peu dérangeants pour les supporters depuis plusieurs saisons même déjà. Il y en a plusieurs qui ont réclamé le départ de l'entraîneur, puisque son jeu voilà, commence à être connu de toutes les équipes. Cette tactique qui a peut-être fait ses preuves dans le passé, pour certains, elle commence un peu à devenir obsolète. Donc voilà, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée d'amorcer en douceur un changement de génération. Je pense pas non plus qu'il faut tout jeter à la poubelle parce que tout ce qu'a construit cette génération, c'est magnifique. Et il y a quand même des joueurs qui sont au top de leur forme. Gignac, il a 35 ans, mais je pense qu'il a encore au moins une ou deux très bonnes saisons à fournir. Donc voilà, comme tu l'as dit, je pense quand même qu'il faut commencer à introduire petit à petit des jeunes joueurs à la rotation et dans l'effectif pour qu'ils prennent une place de plus en plus importante. Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi. Si on revient un peu sur le cas du LAFC, Vela a raté la balle du break un peu après le premier but. Euh, Malheureusement, il a raté l'occasion. Alors que Gignac a inscrit le but de la victoire, qui est un peu le joueur vedette des Tigres, on sent un peu Vela qui a passé à côté de son match aujourd'hui ou qui n'a pas eu une aussi grande importance qu'un Gignac avec les Tigres. Selon toi, Clément, est-ce que Carlos Vela a passé à côté de son match de sa finale? Oui, oui, pour moi, Carlos Vela a complètement raté sa finale. Et on l'a vu, ben, il a eu même deux occasions. Une un peu avant le premier but où il tente un lob sur Nahuel Guzman qui passe juste à côté. Et la seconde où il est dans la surface et sa frappe est contrée par Chaca Rodriguez, il me semble. Mais oui, c'est sûr que on l'a vu sur cette finale. Carlos Vela, le rôle qu'il a dans cette équipe, on l'attendait enfin, son statut fait qu'on attendait à une grande performance de sa part. On s'attendait à une grande performance de sa part. Et finalement, il a déçu et c'était vraiment pas le joueur le plus en vue dans cette équipe. Des joueurs ben, comme Diego Rossi ou même Marc-Anthony Kaye ont réalisé une bien meilleure performance que lui. Alors que ben, côté Tigres, Gignac, même si dans le match, il s'est pas trop montré dans le match, mais finalement, il réussit quand même à marquer ce but décisif. Donc on a vu la différence entre les deux. Après, comme on le soulignait la dernière fois, je pense que la profondeur d'effectif des Tigres, enfin, les Tigres en fait ont un effectif plus complet. Et donc, ce qui fait qu'ils se reposent moins sur un seul joueur, même si Gignac fait souvent des différences. Et c'est ce qui, pour moi, hier, a permis aux Tigres de l'emporter.
Oui, exactement. Tu marques un point et c'est justement vers là que je m'enlignais pour le LAFC. On a vu, pas récemment, mais la saison dernière, ils ont échangé Walker Zimmerman, qui est devenu cette année le meilleur défenseur de la MLS. Il a gagné le titre du joueur défensif de la MLS. On a vu cette défense assez faible, surtout sur le deuxième but hier. Selon moi, c'est sûr qu'un joueur comme Walker Zimmerman aurait pu changer un peu la finalité du match. Et quand on voit un Dani Musovski en pointe pour le LAFC lors d'une finale, quand on voit que l'autre pointe de l'autre côté, c'est André-Pierre Gignac, il fallait quand même s'inquiéter du côté du LAFC. Musovski a pratiquement rien fait du tournoi. Et c'est ça, quand on sait que cette année, le LAFC avait Brady Wright Phillips, l'année d'avant avait Diomande, et on finit avec en finale Musovski, ça fait pitié. Et là, on n'ira pas dans les questions. Est-ce que le LAFC aurait pu l'affronter, aurait pu l'emporter avec des joueurs additionnels? Parce que là, on vient d'un monde de scie. Mais c'est ça, pour clore un peu cette finale-là. Les Tigres vont se rendre à la Coupe du monde des clubs. Ça va être une première pour eux et en fait, c'est mérité. Je pense que si y avait, on sait qu'il y a une rivalité entre les clubs mexicains et américains, mais s'il y avait bien un club qui méritait d'y aller cette année, c'est les Tigres. Ça fait tellement longtemps qu'ils la voulaient, cette coupe, que je suis content pour eux. Et les Américains ou les Canadiens vont l'emporter l'année prochaine. Non, mais plus sérieusement, Axel, euh, pour toi, on, on voit rarement des équipes mexicaines affronter des équipes américaines, mais on sent que le niveau a vraiment augmenté dans les dernières années. Est-ce que selon toi, on est tout proche d'un sacre américain pour cette CONCACAF Champions League? Oui, comme on avait dit la dernière fois, les clubs MLS ont quand même réalisé du bon travail globalement ces dernières années et on voit qu'ils se rapprochent petit à petit des clubs de Liga MX. Et voilà, pour moi, il faut quand même détacher l'aspect économique, l'aspect, on va dire, un peu marketing, un peu renommée internationale, dans lequel la MLS a largement dépassé la Liga MX. Mais il faut donc séparer cet aspect-là de l'aspect véritablement sportif. Et surtout, ben, dans les confrontations directes entre clubs MLS et Liga MX, on voit que ben, malgré ces progrès-là, la Liga MX reste pour l'instant supérieure. Il y a une certaine expérience de cette compétition et des finales continentales que les clubs mexicains ont et qu'il manque encore au club MLS. Donc voilà, comme pour beaucoup de choses, c'est le temps, à mon avis, qui fera son effet et l'expérience. Même si voilà, il faut quand même souligner la très très bonne, la très très bonne deuxième période et le bon match dans l'ensemble du LAFC. Malgré, comme tu l'as dit, tous ces problèmes d'effectifs, notamment devant en pointe et derrière. Malgré ces problèmes-là, le LAFC a réalisé un très bon match. Moi, personnellement, je les attendais pas aussi bien. Je les attendais pas aussi forts dans les duels, dans l'impact, etc. Ils ont vraiment posé des très gros problèmes aux Tigres. Sans ce but sur corner qui arrive un peu comme ça juste après le but de l'AFC, je suis pas sûr que les Tigres puissent revenir vraiment dans le jeu parce que le LAFC avait fait ce qu'il fallait pour les contrer. Donc voilà, je pense que la MLS a de beaux jours devant elle. Je pense que cette compétition, donc la CONCACAF Champions League, va nous livrer dans les années à venir encore des très beaux duels de la sorte comme celui qu'on a vu hier soir. Donc voilà, moi je suis optimiste pour l'avenir et je pense pas forcément qu'il faut essayer tout le temps d'opposer MLS et Liga MX. Il faut se réjouir en fait que ces deux ligues soient à un très bon niveau et se réjouir qu'elles vont nous apporter en fait des oppositions toujours plus spectaculaire, même si évidemment, de mon point de vue, je préfère quand c'est les Mexicains qui gagnent. Oui, exactement. Et de mon point de vue, j'aime mieux quand c'est des Américains ou des Canadiens. Mais c'est sûr au lieu de vouloir s'arracher la tête, pourquoi pas s'entraider et essayer de monter ces deux soccer, ces deux footballs à un autre niveau sur l'échiquier mondial. Mais ouais, t'as raison. Donc, on va conclure ça pour cette finale, Clément.
supporter des Tigres, je vais te laisser le dernier mot sur cette finale. Ton dernier ressenti. Ouais, du coup, voilà, on a un peu résumé tout au long du podcast, mais c'est sûr que bah, c'est, voilà, comme je l'ai dit, un soulagement pour les Tigres et pour tous les supporters, malgré une finale pas très glorieuse, on va dire, parce que bah, la performance n'a pas été parfaitement maîtrisée. Mais finalement, bah, ils ont su remporter ce match. Ils ont su mettre les ingrédients qu'il fallait, surtout en fin de match. Et donc voilà, c'est vraiment un soulagement pour les Tigres. C'est une fierté c'est une fierté de pouvoir représenter le football mexicain et nord-américain au Mondial des clubs. Et on espère briller le plus possible et pourquoi pas une belle confrontation face au Bayern Munich. Voilà. Exactement, ça risque d'être très intéressant. Donc, c'est qu'est-ce qui concluait la partie finale. Maintenant, on va vous faire part rapidement de notre 11 de la compétition. Clément, je vais te laisser commencer. Donc, dis simplement ton dispositif et après ça, fais-nous part de tes joueurs. Bon, du coup, avec Axel, on a fait tous les deux un 11 commun. OK. Donc, on a choisi de faire un 4-3-3 avec au goal Nahuel Guzman, donc le goal des Tigres, il a quand même marqué un but en huitième de finale, faut pas l'oublier, pour donner la qualification aux Tigres. Donc ensuite, c'est une défense avec presque composée que des joueurs de Tigres, donc El Chaca, Salcedo, Ayala et Palacios, l'arrière-gauche du LAFC, qui a fait de très bonnes performances, notamment hier. Au milieu, Sanchez, Carioca et Marc-Anthony Kaye. Et devant, on a choisi Carlos Vela, bien sûr, et André-Pierre Gignac, les deux meilleurs joueurs de ce tournoi. Mais aussi Arboleda d'Olympia pour quand même souligner la très bonne performance du club hondurien. Donc voilà, comme l'a dit Clément, on a décidé de mettre surtout des joueurs des Tigres en défense, puisque ça a quand même été un point fort dans leur parcours, comparé au LAFC, comme vous l'avez dit. Et on a décidé de mettre Palacios en arrière-gauche pour quand même souligner le beau parcours du LAFC. Et surtout qu'il a été nommé hier soir meilleur jeune joueur de la compétition, donc meilleur U23. Ensuite, dans notre milieu, on a mis Carioca. Ça aurait pu être aussi Pizarro, mais Carioca a marqué en quart de finale, ce qui nous a semblé quand même important. Ensuite, on a mis Marc-Anthony Kaye qui a fait un très très bon match encore hier soir avec sa magnifique passe décisive. Richard Sanchez, le Paraguayen de Club América, même si l'América n'a pas fait une très belle compétition, Richard Sanchez a quand même été assez performant. Il a fait 3 passes décisives notamment. Et pour finir, je pense que le duo Vela-Gignac est totalement incontournable dans cette compétition. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'expliquer pourquoi ils doivent être là. Et voilà, on a décidé de mettre Justin Arboleda, le Colombien d'Olympia, pour quand même souligner la bonne performance et le très beau parcours des Honduriens. Parfait, très bon choix. Je pense que la majorité de nos joueurs sont semblables. Moi aussi, j'ai mis Guzman dans les buts. En tant que latéral gauche, j'ai mis Palacios. Rodriguez en tant que latéral droit. J'ai mis Ayala. Mais où est-ce que j'ai changé un peu? J'ai mis Olivia de Olympia. Malgré son but contre son camp face aux Tigres, je voulais quand même féliciter le club Olympia, surtout en défense, qui ont été très solides face à l'Impact et même face aux Tigres. Je pense que le 3-0 est très sévère pour eux. Surtout après qu'est-ce qu'on a vu en première mi-temps. Donc, je voulais un peu souligner ça. Mon milieu, c'est Marc-Anthony Kaye, comme vous. Mais moi, j'ai rajouté aussi Carlos Pineda, le milieu d'Olympia, tout simplement pour, encore une fois, féliciter cette équipe. Vraiment, Pineda a été incontournable au milieu pour Olympia. Et honnêtement, j'aimerais ça voir ce joueur à MLS. Sinon, j'ai également Richard Sanchez et en tant que mes attaquants, c'est à gauche Kyoto pour faire un petit clin d'œil à Adi, supporter de l'Impact. En tant que buteur,
j'ai mis Musovski. Non, j'ai mis Gignac. Et en tant qu'ailier droit, j'ai mis Carlos Vela quand même s'il a passé à côté de sa finale. Il a été un joueur très important pour les LAFC tout au long de la compétition. Donc, notre 11 est très similaire. Donc, on voit qu'on a été très objectif. Et vraiment, là, pour moi, là, Palacios du LAFC, son titre de meilleur jeune de la compétition est mérité. Et vraiment, on se demande s'il va rester en MLS très longtemps parce que j'ai adoré ce que j'ai vu de ce joueur. On sait qu'aujourd'hui, les latéraux sont très en vue. C'est toujours difficile d'avoir de très bons latéraux. Donc, je ne serais pas surpris de le voir partir en Europe là, d'ici quelques années. Mais c'est ça qui conclut le podcast, les gars. Je vous remercie vraiment d'être venus au podcast. C'est rare qu'on parle de football mexicain, mais avec vous, on le fait à merveille et je tenais à vous remercier, Clément et Axel. Non, mais merci à toi pour l'invitation. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est intéressant que finalement, on est à peu près le même 11. Après, c'est juste que nous, on a peut-être plus axé sur les joueurs qui ont été en finale. Parce que voilà, on a mis plus de joueurs du LAFC et des Tigresses. Mais voilà, comme tu dis, c'est intéressant. On a pu apporter chacun nos points de vue. Et c'est intéressant voilà, de croiser un peu les différentes idées qu'on peut avoir entre le point de vue mexicain et le point de vue plus soccer américain, canadien. Oui, exactement. Et vraiment, pour tous ceux qui nous écoutent, là, c'est un ordre. Allez suivre Football Mexicano FR. Vraiment, Axel et Clément là, tiennent ce compte d'une main de maître pour ne rien manquer du football mexicain et surtout pour peut-être plus les surveiller afin de peut-être gagner la compétition l'année prochaine. Allez suivre leur compte. C'est ça. Et moi, pour ma part, c'est un des derniers podcasts de l'année. Donc, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes à vous deux, Axel et Clément, et à nos auditeurs, à nos auditrices qui nous ont écoutés durant toute l'année, qui nous ont lus. Vraiment, ça a été un plaisir encore une fois cette année de vous parler, de vous écrire à chaque semaine pratiquement. Et on va être encore là en 2021, donc on se dit à l'année prochaine. Merci à toi et joyeuses fêtes et à l'année prochaine.